Alors bonjour tout le monde, bonjour. Alors au début, je voudrais vous informer qu'à la fin de cette session, il y aura la session de clôture dans l'autre salle. Après cette session, il y aura la session de clôture dans l'autre salle. Vous êtes invités de passer à l'autre salle. Puis vous savez que cette session est la dernière session de ces 2 jours de conférence. Je comprends que vous êtes fatigués d'assister à des conférences, à entendre les gens parler. Je sais aussi que vous êtes fatigués d'entendre durant les 2 jours parler des risques, parler des menaces, parler des attaques. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette session, on va parler d'une solution. On va parler de la gestion des risques. OK? Alors, vous savez que, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de risques, toute entreprise a le devoir de se protéger de ces risques. Et la première phase pour se protéger, il faut qu'elle sache quels sont les risques encourus sur son patrimoine informationnel. Alors, pour faire ça, on a besoin de faire une analyse de risque, une gestion de risque et la gestion du risque. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Du point de vue normatif, vous le savez, je suppose tous, qu'il y a 2 normes qui parlent de la gestion des risques et de l'appréciation des risques. Il y a la norme 31 000 qui parle de la gestion des risques, tout type de risque, c'est une norme générique. Et puis il y a la norme 27 005, qui est une adaptation de la norme 31 000 pour les risques de sécurité informatique ou bien de l'information. Et vous savez que tous que les normes, ils ne disent pas comment faire, ils ne donnent pas des méthodologies de faire parce qu'ils laissent la chance aux entreprises de choisir quelle méthode ils vont faire. Les normes, ils nous parlent de quoi faire ou pourquoi, le pourquoi et le quoi. Et les méthodes, c'est eux qui parlent du comment. Là, aujourd'hui, on va parler de la méthodologie IBIOS, de gestion des risques. Sur le marché, il n'y a pas seulement cette méthode, il y a d'autres méthodes comme MARI, comme Octave, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va parler de la méthode IBIOS. Cette méthode IBIOS a été créée depuis 1995 par la Direction centrale des systèmes d'information de France, en France. Et elle a subi plusieurs évolutions. L'avant-dernière, c'était en 2010. Et la version de 2010 est utilisée depuis ces dernières années. Mais depuis 2018, en l'année 2018, une nouvelle version a été élaborée. Et aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle méthode, cette nouvelle version qui s'appelle IBIOS Risk Manager. Et pour ça, on a autour de notre table ronde 2 experts de cette méthode qui sont ici présents devant vous, M. Luc et M. Jérôme. Je vais passer la parole pour eux pour se présenter. Alors. Bonjour à tous, donc Jérôme Témé, je suis fondateur de l'ESD Academy, c'est un label de formation sur lequel on est 19 personnes à travailler sur des formations qui sont l'offensive, défensive, l'investigation numérique et évidemment de la gouvernance. Alors pourquoi IBIOS ? IBIOS parce que je suis animateur du cercle des formateurs du club IBIOS. Donc j'ai participé à la création des supports de cours avec l'ANSSI. Je me charge d'animer le cercle et d'encadrer les formateurs pour l'ANSSI. Et également j'ai participé à la création de la certification IBIOS RM pour PECB.
Moi, je suis Jean-Luc Allard, je suis consultant indépendant en sécurité de l'information depuis 15 ans. Je fais de la sécurité de l'information et de la gestion des risques de sécurité de l'information depuis 25 ans, en 95 quasiment, avec EBIOS V1. Et c'est dans ce verrou-là que je me suis aperçu que je faisais de la sécurité de l'information sans le savoir depuis presque 20 ans, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La gestion des risques est évidemment un élément fondamental. Donc j'ai vécu avec toutes les évolutions des BIOS. Elles n'ont pas été tout aussi heureuses, du moins dans ma vision des choses. Celle-ci est quelque chose de très intéressant. Et je suis donc formateur et membre du club des formateurs EBIOS. Mais je suis aussi la cheville ouvrière entre l'ANSSI et le club EBIOS qui ont développé la méthode, et PECB, puisque je fais partie du comité PECB de contrôle de la certification. Donc je m'assure que le kit de formation qui est donné, que les formations qui sont données soient effectivement conformes aux exigences de qualité du club. Voilà. Ok, merci pour vous. Et vous voyez qu'on a les bons experts ici présents ici. Alors, je vais demander au début à nos experts de nous faire une petite introduction rapide de cette méthode. Je vais changer de siège. Alors, pour ceux qui ont des difficultés pour voir à l'écran, vous pouvez prendre le Insight Magazine que vous avez reçu à la page 6, parce que vous allez voir une partie de ce que je vais montrer. Ça marche. Voilà. Donc, la norme ISO 27005 propose un processus de gestion des risques. L'établissement du contexte, et tout est expliqué dans le premier article du l'Insight Magazine. Ce qui est intéressant de noter, et ce que j'aime bien, moi, ce sur quoi j'incite toujours, ce sont les deux cases qui sont sur le côté. La communication et la revue du risque. Trop souvent, on a pris l'habitude de faire la gestion du risque tout seul dans son coin ou en intelligeant deux ou trois personnes. On s'aperçoit bien que la communication et la consultation vis-à-vis des risques se font ou sont censés se faire à toutes les étapes. Et je peux déjà vous annoncer que EBIOS Risk Manager prend ça à la lettre. Vous verrez tout à l'heure comment. Même chose sur le monitoring and review, donc la révision des risques. C'est un élément important qui permet, dans le cycle même du processus, de se corriger si on s'aperçoit qu'il y a un problème. Eh bien, EBIOS Risk Manager prend ça en compte aussi au cours de toutes les étapes. Donc, pour ne pas vous obliger à regarder ça en permanence, gardez la page 6 du magazine. Et on va passer directement. Ceci est le schéma de l'ancienne version. Ça ressemble à quelque chose qui est vertical comme le processus. Et il était effectivement très conforme au processus de gestion du risque, avec une dizaine de questions relativement intéressant à suivre. Mais quand on en arrive à voir le schéma de vrai EBIOS Risk Manager, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est horizontal. Et en fait, tous les éléments, à part la partie traitement du risque, se retrouvent remis en œuvre dans chacun des ateliers. Donc c'est quelque chose qui est totalement évolutif. C'est quelque chose qui va progressivement construire sur base d'équipes, de travail en équipe. Et donc, vous aurez autour de la table, pour chaque atelier, toutes les personnes qui sont directement intéressées à la problématique.
Ça peut être votre directeur général, le responsable informatique, votre RSSI ou Dieu sait qui est intéressé à la problématique. La problématique de la première étape qui détermine le cadre de l'étude et le socle de sécurité. On verra tout à l'heure peut-être en quoi ça consiste. Les sources de risque, c'est le deuxième atelier. Et de nouveau, là, on rentre. Si vous avez connaissance de la précédente méthode, donc la précédente version, la version 2010, une des créations très intéressantes, c'était le concept qu'on ne trouve nulle part ailleurs, même pas dans la 27005, qui était le concept d'événements redoutés. Et en fait, on s'aperçoit que EBIOS-RM décompose l'étude des événements redoutés sur les 2 premières étapes. Parce qu'on a eu l'occasion de s'apercevoir, dans la différente mise en œuvre que j'ai eu l'occasion moi-même de faire, que demander à la personne à qui on parle d'exprimer un événement redouté, il en était totalement incapable. Mais grâce à EBIOS Risk Manager, on a tous les éléments pour enfin comprendre dans le détail ce qu'on doit y retrouver. Voilà, je vais laisser ça en permanence sous les yeux parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. Merci. Merci Jean-Luc. Alors peut-être qu'on va voir, Jérôme, peut-être il va nous dire quelle est la différence, bien quel est l'apport de la nouvelle version, quelle est la différence avec l'ancienne. Alors, les atouts majeurs, parce que j'ai envie de parler d'atouts, hein, moi je suis comme Jean-Luc, hein, je suis convaincu par EBIOS-RM, c'est surtout qu'on va changer de paradigme et qu'on va parler des risques numériques seulement et intentionnels. Donc au-delà de la méthode qui est agile, effectivement, on ne parle plus de modules, on parle d'ateliers, on parle de travail collaboratif, on parle de cycle opérationnel et stratégique, donc on différencie bien, on fait participer le métier. On en est même obligé, on le verra peut-être au niveau de l'atelier 4 tout à l'heure. C'est surtout le fait qu'on parle de risques numériques et intentionnels. Je pense que l'ANSSI pousse énormément cela, parce qu'aujourd'hui, les menaces elles sont de plus en plus fortes, les capacités de plus en plus grosses, et il faut absolument répondre tout de suite à l'incendie, hein, si je peux me permettre. Et je pense que c'est l'atout majeur d'EBIOS-RM. OK. Alors, je compléterai l'information en disant que justement, dans le cadre du socle de sécurité qui est présent dans la première étape, on parle du postulat que les socles de sécurité, donc les règlements et les normes et toutes les choses qui sont normalement imposées, sont pris en compte. Et si ce n'est pas le cas, il y a un plan spécial de mise en œuvre, parce que ça permet de faire une première approche par conformité et de mettre sur le côté, du moins éventuellement temporairement, les autres problématiques pour se focaliser sur les aspects de cybersécurité. Et on verra que la méthode est extrêmement claire à ce sujet-là. On ne va pas analyser et traiter tous les cyberrisques. On va traiter les cyberrisques qui auront les impacts les plus importants et ceux qui ont la plus grande probabilité de survenance ou la plus grande vraisemblance de survenance. Ça nous permet déjà d'avancer et de prendre des mesures sur ce qui est le plus grave. Rien ne nous empêche naturellement l'année suivante de retourner la patate dans sa bouche et de passer à des choses qui sont un petit peu moins graves et un petit peu moins urgentes. J'ai l'habitude de prendre du plaisir quand je travaille, donc je ne travaille pas réellement, mais c'est le genre de truc, quand vous avez mis le doigt dedans, vous ne savez plus en sortir. Pourquoi ? Parce que gérer les risques est quelque chose de continu. Ce n'est pas une action ponctuelle que vous faites une fois au départ, parce que tout change tout le temps. C'est Bouddha qui l'a dit, la seule chose qui soit constante dans l'univers, c'est le changement perpétuel. Les risques changent, les capacités des solutions changent, les nouvelles solutions arrivent en permanence.
votre organisation change, il y a des objectifs différents, des missions différentes. Donc les risques changent de manière interne et externe. Et c'est pour ça qu'il faut en permanence remettre ça sur le métier. Alors, tant qu'on est rentré dans le vif, on va parler peut-être un peu des différents ateliers de cette méthode, quels sont les objectifs de chaque atelier, quelles sont ses sorties de chaque atelier. Alors, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Donc le premier atelier est peut-être le plus simple, c'est celui qui nous permet de savoir sur quoi on va travailler, quel va être l'objet de notre étude et quelle va être la raison de notre étude. Parce que vous pouvez gérer les risques de manière générique, mais vous pouvez avoir rencontré un incident. On en a traité justement dans la session précédente des incidents RGPD. Il est d'origine informatique. On n'a jamais rencontré ce genre de problème. Quels sont mes risques spécifiques? Et donc, en fonction de la situation, vous allez, en fonction des différentes méthodes, vous alliez pouvoir utiliser tel ou tel module ou telle et telle partie du système. Ici, c'est un petit peu la même chose. Mais si c'est un risque cyber, il suivra tout le cycle. Tout ce qui est non cyber, tout ce qui est accidentel, tout ce qui est négligence du personnel, tout ce qui est sécurité physique, fait partie du socle de sécurité que vous êtes censé appliquer. La 27002 est un exemple assez clair, mais mettez la 27002 entre les mains de n'importe qui, et surtout d'un patron de PME, il va ouvrir des yeux de merlan-frit, et il va s'arrêter au bout de la 3e ligne en disant « moi, pas comprendre ». C'est là le problème. Donc c'est peut-être un petit peu, j'ose dire, un petit point faible, mais la méthode telle qu'elle est, elle peut sans aucun problème être utilisée à autre chose que le cyber et revenir à la problématique de la sécurité de l'information. Parce que le cyberespace, c'est mon avis, et comme dirait l'autre, je le partage, si le cyberespace ne sert pas à échanger, à stocker et à traiter de l'information, je m'en fous de le sécuriser ou pas d'ailleurs s'il y a des risques. Le deuxième, c'est justement, dans le premier atelier, on détermine les valeurs métiers, c'est-à-dire ce qui s'appelait avant les besoins essentiels, c'est-à-dire les informations et les processus essentiels qui sont liés à l'informatique et au cyberespace. Et on essaye de déterminer quel est le degré de gravité que l'on obtiendra si ces valeurs métiers sont atteintes. C'est le premier élément de l'événement redouté. Dans le deuxième atelier, on étudie les sources de risque. C'est-à-dire, si on utilise un autre langage, ce sont les agents menaçants. Donc c'est celui qui va causer le problème. C'est le hacker, c'est la mafia, c'est la CIA ou le Hezbollah, peu importe. On a les sources de risque et on va essayer d'analyser qu'est-ce qui va les intéresser chez nous. Et c'est ça, donc l'objectif visé, et en créant des couples sources de risque, objectif visé, on a le deuxième élément pour décrire complètement l'événement redouté. L'atelier 3, on va commencer à analyser les scénarios stratégiques. On va se dire, mais en fait, si c'est ça qui peut se produire, quel chemin l'attaquant va-t-il utiliser pour atteindre son objectif? L'atelier 4, c'est quelles sont les techniques qui vont être déployées pour mettre en œuvre la stratégie de l'attaquant. Et l'atelier 5, c'est le choix des solutions pour contrer les événements. J'ai été suffisamment clair, Jérôme? Pour moi, oui, je pense. Alors, dans chaque atelier, il va nous donner des éléments de mesure de sécurité. Okay?
Alors, est-ce qu'on peut citer les points forts de cette méthode et s'il y a un outil de traitement accompagné avec cette méthode? Alors là, on arrive sur peut-être, je dirais, le point faible aujourd'hui de la méthode, c'est qu'elle commence à être outillée. L'ANSSI a aujourd'hui certifié des éditeurs, donc il faut savoir, on a Egeri, qui est quand même assez connu sur le marché, qui a été estampillé ANSSI, on a le Fortec, il y a RSA qui suit, il y a IBM, donc il y a des gros, il y a des gros morceaux et encore d'autres. Ça commence. Alors l'outillage est assez complexe, parce que comme disait Jean-Luc à l'atelier 4, on va essayer de trouver comment techniquement ce qu'on appelle le groupe SROV, c'est-à-dire l'agent menaçant, va pouvoir rentrer dans notre système d'information. Et c'est à partir de là qu'on calcule la vraisemblance. Donc c'est quand même une certaine nouveauté, c'est de calculer la vraisemblance sur des vulnérabilités, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et pour pouvoir arriver à faire ce genre de travail, il faut des bases de connaissances. Et aujourd'hui, clairement, les bases de connaissances, au club, on y travaille. Bon, on va mettre beaucoup de temps à sortir, mais effectivement, il y a des bases de connaissances américaines. Je vais parler de l'attaque du MITRE, des CAPEC et tout ce qui en suit, qui sont aujourd'hui utilisables pour pouvoir quand même calculer une occurrence. À savoir que les calculs sont aussi savants, donc il faut que les algorithmes soient utilisés par les logiciels. Bon, pour ma part, j'ai vu un petit peu ce que faisait Egeri. C'est vrai qu'ils ont utilisé les algorithmes de l'ANSSI, donc on arrive sur quelque chose qui commence à ressembler vraiment à base de connaissances vers calcul de vraisemblance à travers un logiciel. Pour ma part, si je voudrais donner un avis personnel, sans un outillage complexe, je ne pourrais pas utiliser la méthode. C'est-à-dire que sans base de connaissances et sans un outillage qui va me permettre de calculer une vraisemblance qui est quand même aujourd'hui la moitié d'un risque, on ne peut pas utiliser BioCRM. Pour moi, faire au doigt levé 3 sur 4 comme on faisait avant, alors qu'ici on a un outil super qui est capable d'utiliser des CVE, des identifiants de vulnérabilité pour chaque actif, c'est quand même extraordinaire, c'est une nouveauté. Je dirais que c'est le deuxième point fort des BioCRM. Par contre, il faut le mettre en place maintenant. Ouais. Et donc ces outils, ils viennent progressivement et les exigences de l'ANSSI et du Club BioBios est que ces outils soient évolutifs et puissent donc prendre en compte de manière régulière la mise en œuvre et la mise à jour des bases de connaissances. Ce qui n'était pas vraiment le cas dans les anciennes versions des outils, qui n'étaient pas toujours extrêmement efficaces et qui, pour moi, n'ont jamais été très utiles, puisqu'ils étaient extrêmement contraignants au niveau de l'introduction d'informations et que la seule chose qu'ils fournissaient, tu me corriges si je suis un peu excessif dans mes avis, fournissait un rapport qui était bien formaté. Mais en fait, tout le travail était fait en dehors. Les nouveaux outils sont des vrais outils qui réfléchissent sur la question et l'avantage de la méthode, c'est qu'elle présente à différents endroits des cartographies imagées qui sont extrêmement claires et compréhensibles par tout le monde. Et ça, il faut que les outils les proposent et les présentent. Et donc, il y a beaucoup plus. Ça explique peut-être le fait que ces outils ne sont plus gratuits. Mais ils vont quand même sérieusement nous faciliter la vie. Alors, vous avez parlé un peu des retours d'expérience. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience est-ce que ces retours d'expérience révèlent des difficultés ou bien des inconvénients, si vous voulez, entre guillemets, de cette méthode? Alors, effectivement, c'est 2018. On l'appelle Risk Manager en 2018, donc vous imaginez que le retour d'expérience de toute manière va être faible. L'analyse de risque, comme disait Jean-Luc, ça ne se fait pas une fois et après c'est terminé. Donc il n'y a pas encore beaucoup de retours d'expérience. Il y a eu des pilotes qui ont été faits avant que la méthode sorte. Bon, je ne vais pas citer les sociétés. Donc ça marche. Le point faible, ça reste ce que je disais tout à l'heure. Il faut de l'outillage parce que si on veut alimenter beaucoup d'inputs, il faut pouvoir les automatiser. Après, il y a quand même... Moi, j'ai de très bons retours parce que j'ai donné quand même... on l'a mis en pratique déjà et j'ai donné quand même pas mal de formations dessus.
mon équipe également, sur la facilité de compréhension et comment aujourd'hui un CIO peut être capable de comprendre quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre avant et de le sensibiliser au risque cyber. Ça, c'est vraiment, je dirais, le point positif. Oui, l'autre point positif à ce sujet-là, c'est aussi l'aspect collaboratif de la méthode. Donc, que tout se fasse en équipe, en brainstorming sur chacune des étapes, avec toutes les personnes qui sont directement concernées par la problématique, et forcément, le chef d'entreprise est concerné par l'atelier 1, naturellement. Moi, c'était une habitude que j'avais déjà prise bien avant. Je mettais au moins 3 ou 4 personnes devant moi quand je posais les questions. Le patron, le chef de l'atelier, le responsable informatique et le responsable sécurisé. Et je ne devais avoir qu'une seule réponse à chacune de mes questions. Mais le problème, c'est que l'avantage, c'est quand vous analysez le problème et que vous mettez le patron au milieu du jeu de qui s'aperçoit que son personnel ne se parle pas. Ou alors, au mieux, c'est à deux, mais jamais de manière complète, et qu'il est parvenu à comprendre la problématique, les solutions, ou du moins la politique que vous lui présentez au départ, le résultat, donc le constat de l'appréciation des risques et les solutions que vous proposez, il va directement les comprendre et les accepter. Parce que proposer toujours des solutions ou des mesures de sécurité et que vous n'impliquez pas ni celui qui va devoir la mettre en œuvre et la suivre et celui qui va devoir contrôler l'exécution, si eux ne sont pas d'accord, elle va être mise à mort dans les 3 jours. J'ai eu le cas avec des portes de sécurité. Les gens ne savaient pas à quoi ça servait, donc ils l'ont bousillé. Investissement, valeur 0. Donc c'est un des grands avantages. Je suis quasi persuadé qu'il y a quand même moyen, tout en restant avec une approche qualitative, de suivre EBIOS tant que les bases de données ne sont pas suffisamment complètes. Je vais pouvoir avoir l'occasion bientôt aussi. Je vais peut-être citer un autre avantage, corrigez-moi si je me trompe, c'est que cette version, elle focalise pour connaître les attaquants potentiels, alors que l'ancienne version, elle focalise sur comment se protéger. Alors, elle est proactive plus que l'ancienne version, je pense. Tout à fait. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de jouer le chien dans un jeu de quilles et de faire appel à des vieux machins. Il y avait des vieux principes. Si vous vous souvenez du général Sun Tzu et de l'art de la guerre, une des choses qu'il disait, c'est que si vous voulez vaincre votre ennemi, vous devez attaquer sa stratégie. Vous devez le connaître autant que vous connaissez vous-même, si pas mieux. Donc, on a ici un outil qui nous permet de le faire. Et il y a, par rapport aux autres méthodes qui sont disponibles, on a parlé tout à l'heure d'Octave, mais qui est surtout orienté milieu financier. J'ai connu et j'ai travaillé avec CRAM, qui est la méthode anglaise. Ça fournit un nombre de papiers absolument incroyable. Et en fait, quand on est arrivé au bout de la 10e page, on s'aperçoit qu'il y en a encore 1000 autres à étudier et qu'on ne sait toujours rien faire. Donc on n'est pas aidé. Méhari est un bon outil, c'est l'outil concurrent français. Mais enfin, il n'est plus vraiment concurrent puisqu'il y a des membres du club Méhari, enfin du CLUSIF, qui sont dans le club EBIOS et qui donnent des retours d'expérience, et inversement. Donc on commence à travailler en commun pour mettre vraiment un outil. EBIOS, c'est la méthode officielle de l'administration française. Méhari est plus pour l'industrie et donc pour le privé. Mais à mon avis, on va vite arriver à quelque chose qui devient vraiment un travail collaboratif entre les deux. Oui, c'est vrai que le CLUSIF travaille sur les bases de connaissances du club EBIOS, enfin de la méthode EBIOS-CRM. Donc, je pense qu'on peut le dire. Hein. C'est clair que la force de l'ANSSI, ça a quand même changé pas mal de choses au CLUSIF également.
Je pense que c'est même intelligent de travailler ensemble. Aujourd'hui, le Clusif a quand même une force de frappe qu'on n'a pas au club et je pense qu'on avait besoin de faire quelque chose. Après, je voudrais juste rajouter quelque chose qui est important. C'est vrai, c'est la capacité. Je pense que ce que nous a dit Poupart quand il nous a reçus l'année dernière, c'est qu'effectivement, la petite PME, elle ne se rend peut-être pas compte aujourd'hui qu'en prenant un stagiaire ou sur lequel il n'a pas vraiment fait de vérification ou de savoir que c'est pas parce qu'on patch ces postes qu'on ne va pas pouvoir rentrer. En gros, grosso modo, c'est clairement définir la capacité et de faire comprendre aux dirigeants que la menace est présente, elle est là tous les jours. Et que des données à caractère personnel, comme j'ai entendu parler tout à l'heure, ça peut être une mine d'or. La data, c'est une mine d'or. Un brevet, ça peut... est-ce que, par exemple, un État, des agents d'État pourraient aujourd'hui être amenés à surveiller, par exemple, des sociétés qui font de la R&D en cybersécurité en France? Si vous connaissez un peu des gens de la DRSD, etc., ils vont en rire, ils vont dire « mais bien sûr, et c'est tous les jours ». Voilà. Je crois que c'est ça le message de l'ENSI qui veut passer. C'est vraiment l'urgence. Si on veut estimer le niveau de maturité actuel de cette nouvelle méthode, est-ce que sur l'échelle de CMMI, comme les 5 niveaux de maturité, quel niveau vous pouvez le donner ça? 1. Très bien, ouais. C'est 2018, on vient d'y arriver. Si je prends un CMMI, effectivement... C'est compréhensible, bien sûr, on commence par un niveau de maturité. Et on va avec le principe de continual improvement. Oui. On y arrivera, mais c'est pas pour demain. Et c'est l'un des principes de cette méthode. Oui. Tout à fait. C'est l'un des principes de cette méthode. C'est la raison pour laquelle le schéma montre 2 cycles, le cycle opérationnel et le cycle stratégique. Ce n'est pas l'histoire du serpent qui se mord la queue, c'est en fait le fait que l'on revient parfois en arrière pour compléter l'information, voire même au début. Parce qu'en cours d'analyse des scénarios opérationnels, on vient de découvrir un nouvel événement redouté, auquel on n'avait pas pensé, et qui doit absolument être inclus dans l'étude. Donc c'est ça qui est... je crois que la manière de présenter la gestion du risque et l'approche collaborative sont vraiment 2 forces absolument fantastiques. Il n'y a pas qu'un problème de maturité de la méthode, j'aurais tendance à dire qu'elle commence à rentrer dans le niveau 2, elle aura le niveau 2 quand on aura suffisamment de bases de connaissances. Le plus gros problème, c'est le niveau de maturité des cibles, des utilisateurs, des entreprises. Et si les banques, si les administrations qui sont forcées de faire quelque chose, si les grandes entreprises font quelque chose parce qu'elles y voient de l'intérêt, les PME, les très petites entreprises et les indépendants, vous leur montrez ça, c'est nouveau, comme je disais tantôt, moi pas comprendre, ils sont totalement incapables. Ils ne se rendent pas compte, et c'est le gros problème que l'on va rencontrer, et qui est exactement le même dans le cadre du RGPD, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'information a énormément de valeur, et que donc ça ne se gère pas. Je n'ai pas peur de dire qu'on gère mieux des agrafes et des agrafeuses que l'information. Vous n'achetez pas une agrafeuse n'importe où. Vous n'achetez pas n'importe quelle agrafe pour n'importe quelle agrafeuse. Elle rentre directement dans l'inventaire. Vous savez combien vous en avez en stock et vous savez à quelle vitesse ça part. Et ça rentre dans la comptabilité, puisque vous avez déboursé de l'argent pour l'acheter. Mais personne ne fait ça pour l'information. On va chercher l'information n'importe où et n'importe comment. Ça ne rentre jamais dans un inventaire, jamais. Et on n'en avait pas la valeur. Donc on ne sait pas que ça a de la valeur. Et c'est particulièrement critique. Et si on ne mesure pas la valeur pour l'entreprise, on ne mesure pas non plus la valeur pour les personnes concernées, ce qui est encore pire. Donc on est sérieusement mal pris. D'autant plus que comme l'information est virtuelle, elle ne s'échange pas contre de l'argent ou autre chose.
on ne fait jamais qu'échanger une copie. Et très vite, vous avez un nombre incalculable de copies de l'information qui ne sont pas tous dans le même niveau de mise à jour. Vous ne savez pas où elle se trouve, entre les mains de qui et sur quel support. Donc si vous devez la supprimer, c'est impossible. Si vous devez la protéger particulièrement, c'est tout aussi impossible. Donc vous aurez des fuites. Le gros problème est là. Et au niveau de nos ordinateurs, on sait très bien qu'on a au moins une centaine de copies du même fichier à différents endroits, dans différents backups et sur différentes machines. Donc tout le problème est là. Et donc il suffit que l'attaquant rentre dans votre système et vienne phagocyter un de vos serveurs sur lequel se trouve ne fût-ce qu'une information sensible, il a gagné et vous êtes sur le tapis. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est important. Entre, vous voyez, l'atelier 2 et l'atelier 3, effectivement, je dirais plutôt l'atelier 3. Alors, scénario stratégique, il faut savoir que l'ANSSI a fait quelque chose de sympa quand même sur cette nouvelle méthode, c'est qu'on prend en compte les parties prenantes. C'est-à-dire qu'au niveau de l'atelier 3, on va aller voir chercher ce qu'on appelle les PP critiques, et on va essayer de voir où est-ce que notre information, notre valeur métier, donc ce qu'on appelait le bien essentiel auparavant, où elle se situe effectivement. La copie, ça pourrait être chez un prestataire. Est-ce qu'on le prend en compte, ce prestataire? Généralement, oui, non, on ne sait pas trop. Là, c'est obligatoire. Et ça, je pense que c'est, par rapport au discours que j'ai entendu tout à l'heure sur les RGPD, où on parlait de service prestataire, on est en plein dedans. C'est aussi une force de la méthode, je pense. Ok, alors je comprends de ce que vous avez dit, puisque vous êtes vous faites partie de l'équipe qui a développé cette nouvelle. Vous avez pris en considération la protection des données à caractère personnel dans cette version. Elle gère mieux, disons, cette version gère mieux les données à caractère personnel mieux que l'ancienne version. Non, c'est juste intrinsèque, c'est une valeur métier. Donc, comme toutes les autres valeurs métiers, on la prend en compte, mais c'est comment on va la prendre en compte. C'est ça qui fait la différence, c'est la méthode. On ne prend pas, comme la méthode s'axe sur les risques cyber, les risques cyber concernent toutes les informations. Les données à caractère personnel ne sont qu'une catégorie d'informations parmi d'autres. Moi qui ai travaillé jusqu'à la retraite dans un milieu hospitalier, on sait que 95 ou 95% des informations traitées dans un hôpital sont des données à caractère personnel, mais les données financières, l'organisation de l'entreprise, sont aussi des données, ce sont des données importantes. Et donc, en fait, la grosse problématique, c'est que puisqu'on ne classifie pas l'information, on ne lui donne pas de valeur, on ne gère pas les incidents non plus. On ne sait pas ce que c'est que gérer un incident de sécurité. Les incendies, oui, on sait ce que c'est. Hein. Mais un incident de sécurité de l'information, on ne sait pas ce que c'est, donc on ne les détecte pas, donc on ne les gère pas. Les notifier, c'est encore autre chose. Donc on est très loin. Et le plus important, dans ce que j'ai reconnu, puisque j'étais à la fois DPO et CISO dans l'hôpital, ce qui est le plus important en dehors donc, de la classification, c'est la gestion des incidents, c'est la gestion des changements, parce qu'un simple changement de l'organisation change les flux d'informations, change éventuellement la hiérarchie. Donc vous devez vous assurer qu'il n'y a pas, suite à ce changement, des problèmes au niveau des informations sensibles. Il y a toute l'évolution de la technologie aussi. Hein. Avec les objets connectés, c'est permanent. Tout le monde s'amène avec son smartphone et vous devez pouvoir tout faire avec. Et on oublie que la photo d'un écran, c'est très facile à faire et ça sort sans qu'on le voit. Ça fait partie des risques cyber aussi. Hein. Mais ça, on a généralement tendance à l'oublier. Donc c'est la gestion des changements. Et puis le troisième, c'est la... Alors, je l'oublie toujours, pourtant c'est tout aussi essentiel. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça viendra. C'est l'âge. OK. Oui. Vous parliez auquel vous prenez en compte les données à caractère personnel. Vous mentionniez au début qu'ici on vise que les risques
Cyber. Intentionnelles. Oui. Est-ce que les données à caractère personnel donnent lieu à des risques intentionnels? Je veux dire, la personne qui va porter plainte Ouais. contre l'organisation, qui va générer des réclamations parce que ces données ne sont pas traitées correctement. Non, non, ça c'est pas un risque cyber, ça. Donc ce qui va nous inquiéter, c'est qui pourrait bien rentrer dans notre système pour aller copier nos informations à caractère personnel, pour aller les modifier, pour aller les supprimer. Mais le risque lié à une plainte pour un mauvais fonctionnement Atelier 1. Non, c'est l'atelier 1, ça fait partie du socle de sécurité, ça fait partie des bonnes pratiques. Cadre normatif. Cadre normatif. Et malheureusement, la plus grande majorité des entreprises, puis quand même 93% des entreprises en Europe sont des PME, donc la plupart de ces entreprises n'ont pas mis en œuvre les bonnes pratiques parce qu'ils en ignorent tout simplement l'existence, parce qu'ils ignorent tout simplement que l'information est peut-être la chose la plus importante. Essayez de faire quelque chose si vous n'avez pas l'information pour prendre votre décision. Si cette information n'est pas fiable. L'être humain ne fait que traiter de l'information. Même quand vous conduisez votre voiture, vous traitez de l'information. Elle n'est pas verbalisée, mais c'est un traitement d'information. Donc, c'est partout. Nous ne faisons que ça. Et le gros problème, et c'est ça le dernier point qui est important à fixer, c'est de faire comprendre aux responsables métiers une méthode, faire découvrir une méthode pour décrire leur processus. La manière ou le procédé qu'ils utilisent pour transformer l'information d'entrée en information de sortie. C'est extrêmement compliqué à réaliser, alors que ce n'est jamais plus compliqué que d'écrire une recette de cuisine. Mais le problème, là, c'est la troisième chose, le troisième axe, c'est comprendre ce que c'est qu'un processus informationnel et à le décrire. Ça permet de comprendre, de voir quels sont les intervenants et quelles sont les informations, non seulement qui rentrent et qui sortent, mais celles qui sont mémorisées à gauche et à droite et dont on a besoin pour créer la sortie. Alors, pourquoi peut-être ne considérer, c'est une question que je me pose par rapport à cette version, pourquoi on a retiré tout ce qui est risque naturel ou non naturel? C'est là où on allait en venir justement. C'est la clé de la compréhension des bio-CRM. Hein. Oui. Et on me le pose souvent en stage en me disant où sont ces risques d'hygiène, où est-ce qu'ils sont ces risques liés à la sûreté. Eh bien on le dit, on le met là, atelier 1, et ça ne regarde pas. C'est-à-dire qu'on va le suivre au fur et à mesure. Ça doit être fait pour pouvoir arriver au risque. Alors moi je suis partisan de ça parce que c'est vrai que d'aller faire des analyses de risque aujourd'hui où on va analyser un risque, SSI, hein, alors qu'en fait on a des brèches qui sont comme ça, énormes, parce qu'on ne fait pas de patch management, parce qu'on n'a pas du tout d'hygiène, j'en vois pas l'intérêt. Tout simplement. Ce que dit l'ANSSI, c'est guide d'hygiène de l'ANSSI au minimum. Vous le suivez régulièrement. Pareil pour le cadre normatif, ça doit être fait de manière transverse. Et ensuite, vous ferez une analyse de risque. Mm-hmm. Par contre, on sait que Voilà. le 11 septembre 2020, Oui. un grand pourcentage d'entreprises qui est basé dans le World Trade Center Oui. n'ont pas survécu, Mhm. simplement de par le fait que, par la destruction de tout, le stockage de données qui étaient dans cette tour, donc les données ont été perdues et ont empêché l'entreprise par la suite Oui. de remonter de ce donc, C'est de la sûreté. C'est problématique. Je connais le cas d'une entreprise dans une zone d'activité ou zoning industriel en Belgique, dans le Hainaut, qui il y a une dizaine d'années a été victime collatérale d'un incendie dans une entreprise voisine. Et ils n'avaient malheureusement qu'un seul exemplaire de leur plan. Ils fabriquaient des pièces de rechange pour des machines dans le milieu médical. Ils n'avaient qu'un seul jeu de plans dans leur coffre-fort. Et l'incendie a détruit leur entreprise, y compris le contenu du coffre-fort. Donc ils ont été amenés à rappeler chez leurs clients tous les composants qu'ils fabriquaient afin de refaire de reverse engineering, de refaire les plans. Mais ils n'ont pas survécu 2 ans. Hein. Cette entreprise est morte.
mais Oui. vous considérez C'est une qu'ils question, ne sont oui. pas traités dans le Mais cadre oui, de- mais c'est une question de backup. Hein. En fait, je rappelle l'histoire de l'urgence. En fait, ce que dit l'ANSSI, clairement, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses à faire aujourd'hui pour sécuriser un système d'information. Ça, on en a parlé tout à l'heure, hein, on prend une ISO 27002 et on regarde si on est conforme ou pas. C'est vraiment un aspect de conformité. Et ça, c'est une obligation, il faut le faire. Oui. C'est un petit peu comme le RGPD, il faut le faire. Et ensuite, vous passez au risque numérique. Pourquoi ? Parce que c'est l'urgence. Entre, je ne sais pas, ce que pourrait penser d'une PME, de ce qui pourrait lui arriver avec ses risques business, ces risques qui sont liés à la sûreté, ces risques qui sont liés à la conformité, et le fait qu'en fait, elle va prendre un ransomware, et ça va arriver demain par contre. Mhm. Voilà, c'est ça l'idée. Après, on adhère ou pas, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il suffit de regarder la capacité et la menace de quelqu'un, de par exemple un script kiddie de 15 ans qui est capable aujourd'hui de prendre un stresseur à 16 gigabits seconde, si je rentre dans le technique, et de faire en sorte que vos sites n'existent plus pendant 4 heures par jour, ça coûte $15 par mois. Quitte à me prévenir, je pense qu'on va aller sur le numérique. Oui, parce que la question est dessus. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler du risque, il faut justement, je crois dans l'atelier 1, on parlait de processus, il faut parler du plan de continuité d'activité. Justement, Oui. donc au bout, on sait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas implémenter justement une solution de sécurité sans qu'au bout de la chaîne, vous ayez un plan de reprise d'activité ou de continuité, d'où justement le backup et puis la réplication des données. Oui. Il faut le faire. Oui, mais donc la continuation des activités, c'est une réflexion business, une réflexion métier qui est en dehors de l'IT et de la sécurité de l'information proprement dite, parce que la sécurité de l'information et les technologies de l'information vont apporter des solutions à la problématique qui a été identifiée. Rien de plus. Mais c'est un besoin métier qui doit être réglé, je ne vais pas dire au préalable, mais qui sort du cadre de la gestion des risques, sécurité de l'information. Alors, au-delà de la partie métier, c'est plutôt reprise d'activité du IT. Donc, c'est un risque IT. Ah oui. Parce que c'est le data. Ah oui. Le data, il doit être stocké quelque part. On doit avoir justement l'accessibilité de ce data-là. Il devient un risque IT, un risque informatique. Pas seulement pour le métier, le business. Ouais. Parce que si on n'a pas ce data, on ne sait pas continuer l'activité. Exactement. Les usagers sont là. Exactement. Si le Donc data on est n'est plus au niveau du plan de reprise d'activité que du plan de continuité. Mais si vous avez un blocage informatique parce que votre alimentation électrique est morte, c'est un accident, ce n'est pas un problème de cybersécurité. Voilà. Donc, Atelier 1. c'est atelier 1, ça sort du cadre de la méthode. Par contre, si le système de gestion de l'électricité est inclus sur votre réseau informatique et qu'un pirate vient jouer avec, ça c'est un problème qui est couvert par la méthode. Donc, Oui, alors, Est-ce que- question simple, Non. s'il vous plaît, je termine sur ça. Oui, on passe aux autres la question. Il y a 5 minutes. je D'accord. crois. Enfin, la qualification du risque, il est important. Regardez, par exemple, lorsque vous voyez au moment de la découverte, Pétia, notre Pétia, il y a quelques temps, lorsque ça a été découvert, ça a été plusieurs mois après. Et même, vous voyez par exemple la vague de cyberattaques Ghost et même Flame pour les centrales nucléaires thermiques iraniennes, c'était des risques qu'on ne savait pas. À un moment donné, si cette donnée-là, on ne sait pas la qualifier, l'intégrer, et qu'on n'a plus accès à la data pour poursuivre avec tout ce qui est risque industriel, avec le système SCADA que vous avez qui permet de traiter ces données, finalement, on ne connaît plus trop la frontière entre la reprise d'activité et puis le plan de continuité. oui, Ok, on est limité par le temps, s'il vous plaît, le temps passe. Si on peut prendre une dernière question d'ici. Moi, j'essaie de comprendre, hein, parce que Oui. là, vous nous dites que c'est focalisé sur la partie risque cyber. D'accord. Et intentionnel. OK. Donc, dans l'analyse de risque EBIOS, par la méthode EBIOS, on va faire que la partie cyber. OK.
Et l'atelier 1, vous nous dites qu'on va mettre dedans tout le reste. Et cet atelier 1, il est fait quand? Et est-ce qu'il fait partie du coup de l'analyse de risque avec la méthode? Il est à part? Il va falloir... Non, l'atelier 1, c'est le premier atelier. Donc ils sont suivis dans l'ordre numérique et on fait d'abord l'atelier 1. Donc on se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que je vais étudier, quel est le projet de mon étude et quel est le socle de sécurité sur lequel je vais travailler et éventuellement quel plan je dois mettre en œuvre pour combler les lacunes par rapport à celui-là. Et donc je fais Mais pendant qu'on met ça en œuvre, on passe à l'atelier 2. Je fais l'atelier 1 oui. Et j'élimine tout ce qui n'est pas cyber. C'est ça, oui. Non, donc il est mis, je ne vais pas dire qu'il est mis sur le côté, mais vous mettez un plan d'action déjà au sein de l'atelier 1 pour couvrir tout ce qui n'est pas conforme, entre guillemets, pour tout ce qui est accidentel et non cyber. Parce que la méthode, depuis l'atelier 2 jusqu'au 5, ne s'occupe que de cela. Mais tout le reste est couvert par l'atelier 1 de conformité. C'est le cadrage. C'est du cadrage. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Vraiment la dernière. Alors c'est plus un retour d'expérience qu'une question, parce que j'ai suivi... donc avec mon entreprise, on a suivi EBIOS Risk Manager. Donc on a fait notre première analyse de risque. Donc on a en plus eu la chance de se baser sur cette méthode-là. Alors il y a deux choses que j'aimerais nuancer. La première, c'est que vous dites que vous auriez peut-être pas pu y arriver sans outillage adapté. À l'époque où nous on l'a fait, c'était en tout début d'année. Il me semble que GERIT n'était même pas encore certifié. Du coup, on a fait ça un petit peu à notre sauce, sans outillage, et je pense qu'on peut très bien y arriver sans ça. Je crois bien aussi. Comment Bah, franchement, il faut des outils, des techniques. Ouais, ça reste... Donc, au lieu d'être une méthode ou une approche qui sera, je vais dire, quantitative, parce qu'on arrive avec les outils à quelque chose de quantitatif, on a une mise en œuvre de la méthode qui est qualitative, tout à fait, comme on le faisait avant. Ouais. Voilà. Et c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le guide qui explique un petit peu les différents ateliers où on peut partir sur des méthodes un petit peu plus simples si on n'a pas le recul et la maturité de pouvoir calculer des vraisemblances avec des formules assez complexes. La deuxième chose aussi que j'aimerais aborder, c'est que je suis assez d'accord sur le fait qu'on reste dans le cadre cyber. Par contre, moi, ce qui me manque un peu, c'est le risque involontaire et interne à l'entreprise, où on a, selon moi, quelque chose qui manque dans cette méthode, c'est toute la partie où la sensibilisation peut résoudre énormément de choses. Et on passe, à cause de ça, à côté d'énormément de sources de risques qui n'ont pas vraiment d'objectif visé, en fait, mais qui peuvent quand même mener à des événements redoutés, pour garder la terminologie EBIOS. La question, s'il vous plaît, la question, parce qu'on a une seule... Oui, mais j'ai très Non, bien, mais on a très bien c'était ça, compris la question. Donc, on se retrouve dans le cas où, en dehors de risques cyber, il y a un certain nombre de risques qui touchent les informations et les données et les moyens informatiques, mais qui n'a pas une origine cyber et qui ne sont pas suffisamment clairement couvertes par l'étape 1 et l'étude de conformité. Alors, moi, ce que je proposerais, c'est d'utiliser effectivement les autres ateliers de la méthode et d'étudier les couples sources de risque, objectifs visés, les scénarios stratégiques et les scénarios opérationnels, de tout ce qui est non technologique. Vous pouvez le faire, et là, on a sur base des anciennes méthodes, de l'ancienne version de la méthode, mais aussi sur base des bases de connaissances de MEARI, on a un outillage totalement à notre disposition. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez le faire.